Frau Tobner? Eine weitere Frau jetzt am Rednerpult? Ich merke, sie erhebt sich, sie hört mich auch. Hallo, bonjour. Und auch wenn vielleicht jetzt ein anderer Charakter zu Ihnen spricht, es ist auch eine starke Frau des Wortes, die Literaturprofessorin Odile Tobner, die Witwe des verstorbenen Schriftstellers Mongo Betty. Sie ist Publizistin, hat unterschiedliche Werke herausgegeben. Sie publiziert seit 1978 die Zeitschrift Peuple Noir, Peuple Africain. Und sie verfasst zahlreiche Artikel. Sie ist Co-Autorin des Wörterbuchs Dictionnaire de la Négritude. Und nach Mongo Bettys Tod veröffentlichte sie Mongo Betty au Kamerun und Négrophobie. 2007 wurde ihr Buch Du Racisme Français veröffentlicht. Und wir hören jetzt Ihren Vortrag über die Revolutionen in Nordafrika im Frühjahr diesen Jahres. Bienvenue, Odile Tobner. Merci. Merci. Victor. C'est très fort d'être ici, dans une conférence aussi passionnée et aussi passionnante. Et on vient de me dire que les femmes vont sauver ce forum. Donc voilà cette intervention. Bon. Donc j'enchaînerai. On m'a demandé de parler d'un sujet qui ne m'est pas tellement familier. C'est celui de l'actualité de la politique dans l'Afrique du Nord avec les révolutions qui ont eu lieu. Mais j'ai accepté quand même, je vous livrerai les réflexions que ça m'a inspiré et surtout le rapport que cela peut avoir avec un sujet que je connais mieux qui est celui des pays francophones anciennement colonisés et plus particulièrement du Cameroun. Je commencerai par Fanon d'ailleurs aussi, comme on avait terminé par Fanon tout à l'heure, parce que c'est toujours le grand phare de la révolution africaine avec l'ensemble de ses écrits et surtout c'est pour la révolution africaine qu'il faut relire inlassablement. Fanon, donc, qui dans la péroraison de son livre « Les damnés de la terre » dit « Quittons cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre. » Et cela résume bien, effectivement, cette grande expansion européenne qui a été faite, paraît-il, au nom de la civilisation et qui s'est montrée d'une très grande cruauté pendant des siècles. Et cette Europe qui a conquis le monde, et il faut voir ce que dit Fanon de cette expansion, et quel est le sort de l'Afrique, puisque nous parlons de panafricanisme, quel est le sort de ce continent qui, pour l'instant, reste le plus opprimé, mais qui n'a pas connu le pire sort qui a été donné à des peuples, c'est-à-dire celui de l'Amérique, qui a perdu sa population et qui, les Européens, ont remplacé les populations indigènes dans de grandes parties du monde. Les Européens n'ont pas pu coloniser territorialement l'Asie, et je pense qu'ils n'ont pas pu le faire, c'est parce que l'Asie était un continent extrêmement, et est toujours un continent extrêmement peuplé, et quasi impossible à maîtriser territorialement pour cette raison. L'Afrique a connu un sort intermédiaire puisqu'elle a été conquise territorialement après avoir été saignée de ses hommes par l'esclavage. C'est en effet un continent exsangue que les Européens
sur lequel s'implantent les Européens à la fin du XIXe siècle. Et de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique aura encore perdu un tiers de ses habitants. Dans l'Afrique subsaharienne aura encore perdu un tiers de ses habitants du fait des pratiques de la colonisation dont vous avez pu voir des images aujourd'hui. Et quand on dit que le Congo est vide, cet immense Congo qui a 10 habitants au kilomètre carré, c'est parce qu'il a été vidé par les pires exactions de l'esclavage d'abord et de la colonisation ensuite. Donc l'Afrique a ce déficit d'hommes, en quelque sorte, pour la défendre. Et quelques régiments super armés, surarmés avec les armes sophistiquées de l'Occident peuvent maîtriser presque un continent entier. Donc, vous avez cette faiblesse de l'Afrique. Alors, c'est tout à fait étonnant parce qu'en ce moment, on dit qu'il y a 7 milliards d'hommes sur la planète. Et ensuite, on donne les exemples de craintes qu'il faut avoir. On parle du Nigeria. On parle, et on sent la crainte, justement, de l'Afrique, même sous-peuplée, crainte qu'elle représente par rapport au pouvoir dominant. Parce que la richesse d'un continent, c'est ses hommes. Et vous avez effectivement des pays vides. Le Cameroun, qui est à peu près grand comme la France, a 20 millions d'habitants. On a parlé du Congo et de bien d'autres pays, le Niger également. Donc cette expansion démographique de l'Afrique que beaucoup de gens redoutent, je pense qu'elle est au contraire la clé de son émancipation. Le panafricanisme est traversé, on l'a vu aujourd'hui, par une problématique raciale, et cela aussi il faudra l'étudier sérieusement, parce que la politique a toujours été de diviser pour régner, et dresser par exemple le monde arabe contre le monde noir a été une politique déjà pratiquée depuis très très longtemps, et qui est à nouveau, qui a suscité beaucoup d'œuvres, beaucoup d'écrits, beaucoup d'entreprises, et qui est aujourd'hui encore pilonnée dans beaucoup de travaux qu'on dit sérieux, de travaux historiques qu'on dit sérieux, mais qui sont des travaux de propagande, et non pas des travaux d'historiens. Quand quelqu'un comme Pedro Granullo parle des traites négrières et veut soutenir que les traites arabes ont été bien pires que la traite atlantique, que la traite occidentale, c'est évidemment un propos de propagande qu'une étude sérieuse contredit, ne peut que contredire. Mais on ne peut rien dire en France contre cette œuvre. Personne ne répercute aucune des objections qu'on peut y faire. Elle est soutenue massivement par la propagande universitaire, par la propagande dite scientifique, et elle reçoit toutes les consécrations les plus flatteuses. Donc, ce sera un des thèmes aussi que je traiterai, c'est cette permanence et cette puissance de la propagande. Propagande qui a réussi à neutraliser, par exemple, chez Anta Diop. Encore une anecdote, si vous voulez. Vous avez Lilian Thuram qui a publié un livre qui s'appelle « Mes étoiles noires ». Bon. Et il m'avait contacté pour que je lui parle de plusieurs personnages qu'il aurait pu traiter dans son livre. Mongo-Betty, bien sûr, qu'il connaissait déjà, mais aussi, je lui ai parlé d'Anténor Firmin, sur lequel j'avais fait un article il y a très longtemps dans une encyclopédie des écrits en langue française, et qu'on redécouvre aujourd'hui. Je lui avais parlé aussi de Cheikh Anta Diop, bien sûr, et de bien d'autres. Il a dit « Je suis en contact avec Madame Cheikh Anta Diop », donc je dis « C'est très bien, tout va bien se passer ». Quand je vois le livre, quand le livre est sorti et que je le vois, pas de Cheikh Anta Diop. Je demande à l'éditeur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas un chapitre sur Cheikh Anta Diop?
Il me dit oui, mais Lilian Thuram, il y a une historienne française qui a persuadé Lilian Thuram que c'était pas sérieux chez Kanta Diop. Donc, et cet auteur ce garçon qui n'est pas très sûr de lui parce que ce sont des sujets qu'il ne connaît pas très bien, mais il est très politisé et il veut faire quand même une action pour son peuple, eh bien, il a eu peur et il a supprimé l'article chez Kanta Diop. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui de la puissance de la propagande. Donc il y a un énorme travail à faire là-dessus. Alors, pour en arriver à mon sujet aussi, la problématique nord-africaine aussi. Donc il y a cet effort politique pour couper l'Afrique en deux, pour laisser l'Afrique subsaharienne de côté et pour tâcher de rattacher les pays d'Afrique du Nord plus étroitement à l'Europe. C'est le projet, vous connaissez ce projet d'Union pour la Méditerranée qu'avait caressé Sarkozy et auquel Kadhafi en particulier était tout à fait opposé. C'est peut-être une des raisons pour laquelle, parmi de multiples raisons, pour lesquelles on lui a fait une guerre aussi féroce. Donc il faut bien sûr un panafricanisme intégral et avec sa partie du Nord. Et si vous faites encore à votre prochaine forum panafricain, il faudrait aussi qu'il y ait cette voix arabe, cette voix de l'Afrique du Nord. Alors, sinon, on instrumentalisera toujours les antagonismes pour empêcher la constitution de ces grands et puissants ensembles qui sont nécessaires. Ce qu'on a vu se passer en Afrique du Nord, dans la partie orientale de l'Afrique du Nord, avec la Tunisie et l'Égypte, nous a beaucoup réjouis, nous a surpris, heureusement, parce que quand on me demande quand est-ce que telle chose va finir, on n'est pas prophète, mais l'histoire ne nous réserve pas que des mauvaises surprises. Il y a parfois de divines surprises et des choses qu'on pensait ne devoir s'effondrer que bien plus tard et qui, tout à coup, s'effondrent. Comme l'apartheid, par exemple, on pensait qu'on était parti pour une lutte extrêmement longue. Et finalement, le système s'est écroulé, après, bien sûr, avoir fait beaucoup de ravages, mais il s'est écroulé beaucoup plus facilement qu'on ne l'avait pensé. Donc on peut penser que beaucoup de tyrannies peuvent s'effondrer rapidement lorsqu'il y a un grand mouvement populaire. Le soulèvement en Tunisie d'abord et en Égypte ensuite s'est fait dans des sociétés pauvres. Vous avez quand même une grande misère dans ces sociétés qui n'ont pas beaucoup de ressources et la pauvreté, je pense, a été un moteur de la révolte. Également des sociétés, aussi bien en Tunisie qu'en Égypte, qui ont quand même déjà un passé révolutionnaire, un passé d'émancipation. Il y a eu le Bourguiba dans ses jeunes années, Bourguiba qui a été un des champions donc, de la lutte pour l'indépendance, le premier Bourguiba avec le Néo-Destour. Il y a eu Nasser en Égypte, et même si le bourguinisme n'a pas survécu à Bourguiba, même si après Nasser on a eu la régression, malgré tout, ils ont connu ces épisodes et ça laisse des traces dans les mémoires et ça peut aussi inciter à s'inspirer d'eux pour de nouveaux mouvements. Regardez le Mali, c'est quand même pas tout à fait la même chose d'avoir eu Modibo Keïta pour avoir une tradition un peu de revendication. Et donc il y a à la fois ces causes sociales mais aussi historiques et qui ont fait que les populations, il y a eu cet enchaînement et cette mobilisation des populations et avec des manifestations. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces deux mouvements ont quand même triomphé de leurs dictateurs d'une façon
non violente. Ces gens n'étaient pas armés, ils n'avaient que leur nombre, que leurs revendications. Ils ont eu des victimes, évidemment, mais d'autre part, vous n'avez pas eu le déchaînement de la violence contre eux, malgré la proposition de la ministre des Affaires étrangères française d'offrir ses services de répression, avec beaucoup de bonne volonté d'ailleurs. C'était peut-être pour dire faut pas faire trop de dégâts, donc il faut des vrais spécialistes. Bon. Mais en tout cas, ça lui a valu son poste, et vous avez eu le triomphe, finalement, l'effondrement des dictateurs. Donc, les réactions à l'étranger, les réactions ont été rapidement l'abandon du soutien, l'abandon du soutien de l'étranger à ces régimes dictatoriaux, qui ont vu que leur champion était grillé et indéfendable, et qui ont probablement mijoté à ce moment-là d'autres stratégies, mais nous savons que la révolution, c'est quelque chose qui est toujours à recommencer. Le retentissement en Afrique, par contre, a été considérable. L'espoir de changement et les espoirs de changement sont nés dans la vision de cet effondrement des régimes tunisiens et égyptiens. C'est avec un véritable enthousiasme qu'au Cameroun, en particulier, on a assisté à ces mouvements de Tunisie. Est-ce que la même chose, cependant, peut se produire au Cameroun? Parce que dans les rencontres que j'ai, dans les conférences qu'on peut faire, on me dit toujours, mais pourquoi ils ne se révoltent pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne se révoltent pas? Il faut se révolter, il faut... Oui. Mais, et même des Africains le disent, mais il faut voir comment est maîtrisée la population du Cameroun. Vous savez qu'on ne fait que découvrir son histoire, l'histoire tragique du Cameroun et les années de 1956 jusqu'à 1972, les années de massacre qu'ils ont subis. Donc, là aussi, la conscience des Camerounais, quand elle se réveillera, sera déjà assez mûre parce qu'il y a eu ces générations de combattants pour une véritable indépendance. Contrairement aux Indochinois, contrairement aux Algériens, ils ont été, eux, écrasés, et peut-être qu'il y a aussi une question de nombre dans cette défaite provisoire. Mais ils ont aussi, et depuis toujours, s'ils subissent ces deux dictateurs qui sont nés l'un de l'autre, puisque le dictateur actuel, Biya, a été le chef de cabinet, le Premier ministre, le directeur de la présidence et le Premier ministre du président précédent. Donc c'est une sorte de production d'une deuxième génération de dictateurs. Donc si ces dictateurs se maintiennent et se sont maintenus et se maintiennent encore, c'est parce qu'ils ne laissent aucun espace pour une quelconque liberté à leur population. Toute manifestation est impossible au Cameroun. S'il y a une manifestation, s'il y a 3 ou 10 personnes qui se réunissent avec une pancarte, ils sont immédiatement emmenés en prison. Il est absolument... l'interdiction de manifester est vraiment observée de la façon la plus féroce. Donc on ne voit pas comment une manifestation pourrait se produire auquel les forces de l'ordre assisteraient en se contentant de l'encadrer. C'est impossible. En 2008, et j'étais à ce moment-là au Cameroun, on a eu des manifestations spontanées ou organisées, mais organisées de façon
relativement informel. Il y avait deux causes. C'était, d'une part, la réforme constitutionnelle, la dernière réforme constitutionnelle faite par le président, qui, après avoir changé plusieurs fois la Constitution, pour recommencer, pour remettre les compteurs à zéro et pour refaire 1, 2, voire 3 mandats, il est en ce moment à son 6e mandat. Et cette fois-ci, d'une façon définitive, puisque la réforme consistait à accorder des mandats illimités. Ça a quand même un peu échauffé les gens qui ont essayé de manifester et qui ont été matraqués. Là-dessus, il y a eu l'augmentation du prix de l'essence et du fioul. Il faut savoir que pour un pays où la population a un niveau de vie où ce qu'on appelle le minimum, le salaire minimum, encore faut-il avoir un salaire, puisque la plupart des gens n'ont pas de salaire, est autour de 40 €, eh bien, le litre de pétrole, le litre d'essence, coûtait quand même à la pompe 1 € dans un pays producteur de pétrole. Bon. Ce qui rend la vie quotidienne, avec les déplacements, tout à fait impossible pour la majorité des gens. C'était donc une réaction de protestation contre cette augmentation du prix de l'essence, avec la grève des taxis. Et quand il y a grève des taxis, c'est ça qui est le plus explosif au Cameroun, parce qu'il n'y a aucun transport en commun et il n'y a par conséquent que ces moyens de transport, le taxi collectif, les myriades de taxis collectifs qui sillonnent la ville pour transporter les gens. Les taximens sont une clé de l'économie. Si les taximens s'arrêtent, rien ne peut plus fonctionner au Cameroun, et c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs dans les villes mortes dans les années 94, qui ont fait des centaines de victimes. Et donc ces taxis avaient cette fois-ci bien organisé leur mouvement, parce qu'en général, quand ils font une grève, le gouvernement a ses taxis à lui, stipendiés, qui se chargent de casser la grève en continuant à circuler. Là, les taxis ont vraiment bloqué toute velléité de circulation dans la ville, dans les villes, dans les grandes villes, toutes les grandes villes du Cameroun, et rien ne pouvait plus bouger. Ça a été le premier mouvement. Puis, les journées suivantes, il y a eu, pour empêcher toute circulation, y compris celle des voitures particulières, les taxis se sont positionnés sur les donc distributeurs d'essence, sur les stations d'essence, pour les occuper et pour empêcher quiconque de se ravitailler. Et pour empêcher encore la circulation, on a eu tout à coup, une matinée, le mercredi matin, on a eu une quantité de barrages qui ont été élevés dans toute la ville avec des pneus enflammés. Et à ce moment-là, la réaction du pouvoir a été terrible. Ils ont sorti tout ce qu'ils avaient comme matériel de répression. Ils ont balayé toutes ces barricades et ils ont fait en une seule journée 150 morts. Donc, un des cas qui était les plus remarquables, c'était sur le pont sur le Vouri à Douala. Les manifestants étaient sur le pont. Les forces de l'ordre ont bloqué les deux extrémités du pont. Et il y a eu un hélicoptère qui est venu jeter dans la foule des grenades lacrymogènes. Vous savez que c'est des armes qui peuvent tuer lorsqu'elles sont tirées sur les gens. En outre, de leur côté, asphyxiant. Donc, les gens qui ne pouvaient pas fuir ni d'un côté ni de l'autre ont sauté dans le Vouri. Il y en a beaucoup qui se sont noyés. Il y a ceux qui ont été tués par les projectiles et il y a ceux qui se sont noyés. C'est là qu'il y a eu le carton le plus remarquable. On a dit que cet hélicoptère était piloté par un Européen, par un pilote de type européen, parce que le régime
est aidé massivement par les puissances coloniales. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a eu dans la presse internationale, pas simplement française? Rien. 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 150 morts en un jour au Cameroun, rien. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous apprennent ce massacre. Et à ce moment-là, tout le monde faisait des manifestations à Paris, partout en Europe, pour sauver le Tibet. Bon, c'est bien. Les Tibétains sont bien heureux d'être aidés par les puissances mondiales. Mais il y avait beaucoup moins de morts au Tibet, qui a pourtant une population beaucoup plus importante que le Cameroun. Les questions n'étaient pas les mêmes du tout. Le Tibet est une province qui a fait partie de l'Empire chinois, qui fait partie de la Chine, ce sont également. Le Cameroun, lui, était dans une situation beaucoup plus scandaleuse, avec les organismes de répression qui s'exerçaient sur les populations. Donc on touche un point ici essentiel, je pense, de la possibilité pour les Africains de s'émanciper, l'arme absolue du silence, l'arme de la désinformation, l'arme de la diabolisation de tout ce qui est non conforme, l'arme de la propagande, et dont la suprême arme de la propagande, c'est le silence. Et on l'a vu dans l'histoire du Cameroun surabondamment. L'ignorance dans laquelle on est des événements tragiques qui ont écrasé toute possibilité de libération au Cameroun. Donc cette même chose est tout à fait... vous voyez que les choses apparemment sont semblables. Ben Ali comme Biya étaient des corrompus profiteurs qui n'enrichissent que leur clan. Les élections n'étaient pas plus crédibles en Tunisie qu'au Cameroun. Donc il y a énormément de points de ressemblance, mais il y a aussi des points essentiels de différence qui font qu'il faut penser ces situations avant de dire « ils n'ont qu'à se révolter ». À chaque fois que les Camerounais sont descendus dans la rue, ils sont morts par centaines. Et récemment encore, vous avez eu cette déclaration de Juppé à l'Assemblée nationale française, puisque le Cameroun a vécu évidemment une élection de plus largement et totalement truquée. Et interrogé là-dessus, ce qui est nouveau, c'est que quand même, il y a un député qui a interrogé Juppé là-dessus. C'est un pas en avant parce qu'il est évident que depuis 20 ans ou 30 ans qu'il est élu comme ça, personne, même aucun député de l'opposition, n'avait jamais posé une question là-dessus. Donc ça progresse. En tout cas, Juppé a répondu, interrogé sur le soutien que la France accordait à un régime aussi mal élu, il a répondu que les choses étaient, selon l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, et selon les observateurs du Commonwealth, les choses étaient acceptables. Bon. Alors, et déjà ça, c'était un peu fort de café, comme on dit. Mais il y a ajouté autre chose, et là, on entrait dans le stupéfiant. Il a dit, et j'appelle les journalistes, les partis politiques, les journalistes camerounais, les partis politiques camerounais, la population camerounaise, à faire preuve de modération et de ne pas tomber dans la violence. Bon. Voilà donc M. Juppé, qui décide de suspendre la liberté d'expression au Cameroun, on ne peut plus rien dire, qui décide donc qu'on ne doit sûrement pas manifester, il ne faut surtout pas montrer qu'on n'est pas content,
Et officiellement, c'est la parole quand même du ministre des Affaires étrangères de la France. C'est d'une stupéfiante arrogance. Et voilà, lui, on ne lui a pas enlevé son poste de ministre d'État, hein. On ne lui a pas enlevé son poste de ministre des Affaires étrangères comme on l'avait fait à Alliot-Marie. Il y a donc une marge, parce que ces propos sont largement aussi scandaleux que ceux qui ont été prononcés par Mme Alliot-Marie à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez quand même cette différence de traitement, et comme disait Aïssa hier, c'est pas normal. Bon. Donc vous avez vous voyez ces variations, et ici, la certitude qu'ils peuvent tous se permettre. On est en Afrique subsaharienne, on tient bien les choses, on peut tout se permettre. Donc ça, c'est la façon dont la domination s'exerce dans nombre de pays africains. On ne peut pas dire que c'est dans toute l'Afrique, mais dans nombre de pays africains, et en particulier en Afrique centrale, dans toute l'Afrique centrale. Gabon, Congo, Brazzaville, Centrafrique, Tchad, Cameroun. C'est à qui sera le pire dans le domaine de la liberté. Alors, pour en venir à la troisième révolution arabe, celle qu'on veut nous vendre comme étant en quelque sorte le summum de la démocratisation, celle qui se trouve en Libye. J'ai entendu hier Oumar Mariko et d'autres parler de en termes extrêmement convenables, donc je ne vais pas commenter beaucoup plus, mais il faut rappeler quelques traits quand même. Ce n'est pas une rébellion populaire, ce n'est pas le peuple qui est descendu dans la rue, et les chefs de cette rébellion ne sont pas des militants de longue date. Ce sont des dissidents d'hier qui étaient, il y a 2 mois ou il y a quelques mois avant, des pontes du régime Kadhafi. C'était son ministre de la Justice, c'était son spécialiste de l'économie, qui ont vu tout à coup un avenir s'ouvrir à eux. Et c'était en réalité une révolution de palais. Et les mêmes, ce sont les mêmes qui succèdent aux mêmes, puisqu'on veut nous faire croire que le pire, c'était Kadhafi. En réalité, ces comparses, les mêmes objections peuvent être faites sur les droits de l'homme à ces comparses comme à lui. Et pourtant, c'est eux qui vont sauver la démocratie, paraît-il. Donc, le niveau de vie, ce n'était pas des émeutes de la misère non plus, puisque au niveau du développement, au niveau du PIB et au niveau surtout de l'indice de développement humain, la Libye était le premier pays d'Afrique, mais le premier à 50 places au-dessus du deuxième. Donc c'était un pays où la santé est gratuite, où l'éducation est gratuite, où l'enseignement supérieur est accessible à une grande majorité des élèves du secondaire, où les filles sont à plus de 50% dans l'enseignement supérieur, au nombre des étudiants de l'enseignement supérieur. Bref, il y avait quand même dans cette société des éléments que ne connaissent pas d'autres pays aussi riches, parce que le Cameroun, par exemple, est un pays extrêmement riche, mais ces richesses s'en vont toutes. Kadhafi avait fait quand même que l'argent du pétrole a servi à développer la Libye. Ce qu'on a eu ensuite, donc, c'est vraiment le déchaînement de la propagande. On a eu des choses qui nous paraîtront dans quelques années absolument phénoménales et qui nous paraîtront... on a vu ce BHL, hein, cet idéologue français buveur de sang se déchaîner, et ça avait quelque chose de scandaleux. On a vu les réactions de l'ONU. Alors je pense qu'effectivement l'ONU, ce n'est pas une bonne chose pour l'Afrique, parce que jamais dans l'histoire de l'ONU, une intervention de l'ONU n'a été vraiment secourable pour l'Afrique.
au mieux, ils n'ont rien fait, et au pire, ils ont aidé les ennemis de l'Afrique. Donc là, il y a vraiment quelque chose dans le problème de l'ONU. Je vous renvoie au très grand discours de Sankara à l'ONU, où il demandait, où il soulignait tout cela et où il demandait la réforme de l'ONU. C'est un de ces discours extraordinaires que dans les 4 ans qu'il a été au pouvoir, il a pu prononcer plusieurs de ces discours fondateurs et fondamentaux. Donc, et puis, bien sûr, la mobilisation. Alors, de toute façon, tout le monde sait que lorsqu'il y a une résolution en matière africaine à l'ONU, elle est rédigée par la France. Bon. Et ensuite, tout le monde le sait, la directive de l'ONU sur la Côte d'Ivoire, c'est les Français qui l'ont écrite de A à Z. Bon. Et ensuite, ils l'ont fait voter par l'ONU. Parce que maintenant, c'est ça, il faut prétendre qu'on intervient au nom de la communauté internationale. Bon, ça c'est le nouveau truc. Donc l'intervention, alors on a vu, et ça n'a choqué personne, ça devrait déconsidérer l'ONU totalement, puisque le mandat de l'ONU était un mandat de protection des civils, et on a vu ensuite, tout comme en Côte d'Ivoire d'ailleurs, les forces dites de préservation des civils se mettre à massacrer des masses énormes de civils, aussi bien en Côte d'Ivoire que... alors, quels civils est-ce qu'on protège? Donc, c'est la Libye, c'est cet alibi humanitaire. Comme disait Fanon, on parle beaucoup de l'homme, mais surtout, on le massacre. Donc, on est toujours dans le même schéma. La Libye humanitaire, nous allons secourir les populations, on veut toujours secourir, et en réalité, on va pour les détruire. Et là, vous avez un schéma extraordinaire aussi à déchiffrer dans les mécanismes de domination, parce qu'on a fait des esclaves pour leur salut. Si vous regardez les grands discours occidentaux du XVIe et du XVIIe siècle, c'était pour le salut des esclaves. On allait les sauver de l'enfer en les transportant comme esclaves en Amérique. Ensuite, à la fin du XIXe siècle, Jules Ferry, à l'Assemblée française, a bien dit qu'entre la civilisation et la colonisation, il y a un abîme insondable. Mais la Libye, c'était la civilisation. Et aujourd'hui, c'est l'aide. L'aide. Bon, on a très bien vu ce que c'est que cette aide, c'est le pillage par l'aide. Donc c'est un vieux truc de domination. Ça fait des siècles qu'on a un discours et on fait le contraire. Il y a un discours à Libye, il y a un discours qui produit de très beaux discours, et les actes, ensuite, n'ont rien à voir. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose, la Libye humanitaire est toujours là, mais on voit bien, dans la mise en œuvre de ces interventions, qu'il y a, et dans la sauvagerie, dans la barbarie avec laquelle elles sont exécutées, il y a un mépris total de l'homme. Donc, vous voyez, ces conséquences, alors les conséquences, les réactions en Afrique ont quand même été assez unanimes. Je pense que les Africains ont massivement, et à vous entendre aussi on le voit, ont massivement été indignés par ces deux interventions de reconquête coloniale. Donc pour conclure, deux types de bouleversements politiques qu'on a voulu emballer dans le même paquet et qui sont extrêmement différentes. Et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a fait 2 pas en avant, 2 pas en arrière, mais il faudrait peut-être arriver à faire un pas de plus encore pour entrer sur la bonne voie. Merci.
Merci, merci, madame. Merci bien. Madame Taubner, grand merci.